Mon père a toujours été dans le déni, jusqu'au bout. Il n'a jamais compris qu'elle était malade. Jamais, jamais. J'avais beau lui dire, papa, maman a la maladie d'Alzheimer, et tu sais, ça va pas s'arranger. Ouais, non, mais ils étaient bien que tous les deux. Parce qu'ils faisaient leur petite vie, ils étaient tranquilles, et puis c'est tout. Elisabeth a 67 ans. Il y a quelques années, elle remarque que sa mère a des troubles de mémoire. Le diagnostic d'Alzheimer tombe et elle commence à s'occuper de sa maman. À l'époque, elle habite à 400 km de ses parents. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Le père d'Elisabeth, qui vit avec sa mère, refuse la maladie de sa femme. Pour lui, elle n'a rien. Je m'appelle Solène, bienvenue dans le podcast Bonjour Fred. Dans ce podcast, on parle du quotidien de celles et ceux qui aident un proche, ceux que l'on appelle les aidants. Ensemble, on décrypte le tourbillon d'émotions et les sentiments contradictoires qu'on éprouve au quotidien quand on accompagne quelqu'un qu'on aime. En bref, on essaye de vous apporter des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler de la difficulté d'accompagner un proche qui n'accepte pas notre aide. Comment faire lorsqu'un de nos parents vieillit mais refuse de l'admettre ? Pourquoi certaines personnes semblent se conforter dans le déni ? Comment protéger nos proches lorsqu'ils se mettent en danger ? Et comment vivre avec le poids de ces décisions ? La maman d'Elisabeth a 87 ans quand la famille apprend sa maladie. C'était il y a 2 ans et Elisabeth se souvient très bien du moment où elle a commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Comment je m'en suis aperçue ? C'est tout bête. C'était d'une personne qui faisait beaucoup la cuisine déjà, d'une part, qui était très autonome, qui vaquait partout, qui avait beaucoup de conversations quand même. Et tout d'un coup, elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée aller, plus rien n'allait, elle était mal, elle pleurait. Elle me disait qu'elle avait mal dans sa tête, ceci, cela. J'avais eu ma fille qui travaille dans un cabinet médical. Et elle me dit, écoute, j'ai vu mamie il y a pas très longtemps, et elle dit, je trouve que elle perd la mémoire, elle fait des choses bizarres, demande-lui donc à faire un test de mémoire à l'hôpital. Donc j'ai pris le rendez-vous. Donc la psychologue m'a vue d'abord. Elle m'a posé des questions sur maman, sur son enfance, sur beaucoup de choses. Et puis elle me dit après, je vais prendre votre maman et je vais lui faire des tests. Donc je sors. Maman a donc passé ses tests. Ça a bien duré une bonne demi-heure. Et elle me rappelle et elle me dit écoutez, j'ai dû arrêter parce que votre maman s'énerve. Alors elle me dit, moi, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tous les tests au médecin psychiatre qui va vous rappeler, vous donner un rendez-vous. Elle dit, ça risque de durer peut-être 1 mois ou 2. Et là, on aura la solution définitive. Par contre, il faudra venir avec votre papa, votre maman, votre mari, si vous voulez, et vous. On a attendu, je crois, c'est 1 mois et demi, avant d'avoir le rendez-vous. Donc on y est allé, mon père ne voulait pas y aller, il a fallu faire tout un stratagème, on l'a réussi à l'emmener. Mon mari est venu, on est rentrés tous les 4 dans le cabinet. Elle a parlé à maman, sans jamais mettre de mots sur la maladie. Donc pendant la conversation, mon père était assis à droite, mon mari était derrière moi, j'étais assise à côté de maman, face à la dame, au docteur, et elle posait des questions à maman, et maman répondait par oui ou par non, mais tout en disant
Bah oui, mais pourquoi vous me posez ça? Je vois pas pourquoi, je suis pas malade, j'ai rien, je oui, mais madame, peut-être qu'il serait bon de voir, à prendre une aide ménagère, pour vous aider, à faire aussi, aller être dans un accueil de jour, pour passer un petit peu de temps avec des personnes, qui seraient avec vous pour passer la journée, discuter avec eux, vous sortir un petit peu du contexte de la maison. Et puis elle s'adresse à mon père et elle lui dit, vous savez, Monsieur Joigny, il serait bien de rappeler à votre femme, puisqu'elle me dit qu'elle vous avez fait beaucoup de voyages, eh bien écoutez, vous avez dû faire des albums. Bon, il serait bien de reprendre tous ces albums et de discuter avec elle des personnes, de tous les voyages, de tout ce que vous avez vu. Et mon père rigolait. Mon père rigolait. Voilà. Mon père n'avait rien compris. Mon père a toujours été dans le déni, hein, jusqu'au bout. Hein. Elle a dit bon ben vous allez partir, vous allez voir, je vais envoyer le compte rendu à votre médecin, vous verrez avec le médecin ce qu'il faut faire, mettre en place. D'accord, mon père était d'accord et tout. Et puis bon, tout le monde sort sauf mon mari et moi. Et puis moi je lui dis docteur, c'est la maladie d'Alzheimer parce que vous n'en avez jamais parlé. Elle me dit non, on n'en parle surtout pas aux patients qui sont atteints parce que ça peut être un choc très violent et on évite de leur parler justement de cette maladie parce qu'ils n'y pensent pas et si on leur dit, là tout s'écroule. Mais j'ai dit c'est bien ça? Alors elle me regarde et elle me dit oui, c'est le début. Alors là, il m'a fallu que je m'accroche. J'ai dit, c'est pas possible que ça arrive à maman après tout ce qu'elle a traversé. Pourquoi elle? Enfin, il m'est passé plein de choses. Suite à ce rendez-vous, le monde s'écroule autour d'Elisabeth. Et moi, en entendant ça, je me demande pourquoi cette maladie nous fait aussi peur. Pour le comprendre, j'ai décidé de remonter au moment du diagnostic. Comment est-il posé par les médecins? Et qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau d'une personne atteinte? Alors le diagnostic de la maladie d'Alzheimer se fait quand même en grande partie par des tests neuropsychologiques et qui consistent donc à toute une série en fait de tâches à réaliser par la personne pour identifier en fait les éventuelles atteintes au fonctionnement cognitif qu'elle peut déjà avoir. Bertrand Boudin est docteur en psychologie et il s'est spécialisé sur les questions liées au vieillissement. Il a aussi travaillé dans des maisons de retraite et s'est souvent trouvé confronté à l'annonce de diagnostic d'Alzheimer. Le fonctionnement de l'esprit humain, on va dire, pour utiliser ce terme-là, n'est pas univoque, c'est-à-dire qu'on a différentes fonctions qui peuvent être partiellement indépendantes, et donc on peut avoir des atteintes dans certaines capacités, par exemple la mémoire à court terme, la capacité d'attention, la capacité d'initiation de l'action, sans avoir en fait d'atteinte dans d'autres parties, par exemple la compréhension du langage, la reconnaissance d'objets, ce genre de choses. Le bilan neuropsychologique, il permet d'identifier s'il y a des atteintes un peu typiques d'une maladie d'Alzheimer ou d'ailleurs d'un autre type d'atteinte cognitive, hein, puisqu'il y a d'autres maladies du même type. L'objectif dans cette batterie de tests, on appelle ça une batterie de tests, ça va être justement d'identifier à la fois donc les parties les parties du fonctionnement qui sont atteintes et les parties qui sont préservées. Ce qu'observe Bertrand, c'est que la maladie d'Alzheimer se manifeste de manière très différente selon les personnes. Et pouvoir donner un diagnostic plus précis que juste « vous avez la maladie d'Alzheimer », c'est essentiel pour lui. C'est beaucoup plus, d'une part, acceptable par le patient, et d'autre part, ça permet aussi à ce patient d'entendre ça, puisque il peut quelquefois constater lui-même que effectivement, en ce moment, il perd un peu plus ses clés que d'habitude, il a plus de difficultés à retrouver ses objets, il est en difficulté, par exemple, dans des situations dans lesquelles il n'était pas en difficulté.
Donc, cette partie-là, elle a en fait, je dirais, un double intérêt. Elle permet d'expliquer de manière très pratique, finalement, la situation actuelle à la fois au patient et à son proche, et puis également d'esquisser avec eux des stratégies de résolution ou de maintien, on va dire, des capacités du proche. Ce qui rend les choses compliquées, c'est que face au bouleversement des fonctions cognitives, les patients mettent en place des stratagèmes pour maintenir l'illusion que tout va bien. Ce qu'il faut comprendre avec cette maladie également, une particularité assez typique de cette maladie, c'est qu'en fait, le malade lui-même ne perçoit pas qu'il est malade. Il a bien souvent, et on a des discours comme ça, le sentiment d'être tout à fait en bonne forme, de ne pas avoir finalement conscience de son trouble. Cet effet, on va dire, fait que par ailleurs, on a des personnes qui veulent maintenir un vernis social. Pour ça, elles vont pouvoir quelquefois construire des stratégies assez impressionnantes. Il y avait une dame comme ça qui, en résidence, en fait, demandait à peu près tous les soirs, elle demandait en fait aux professionnels de la résidence de lui dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la résidence aujourd'hui, quelles ont été les animations, etc. Et puis il s'est révélé en fait que tous les soirs, après qu'elle ait pris ces informations, évidemment qu'elle notait de manière très scolaire, etc. Elle avait bien toutes ses notes. Et bien en fait, il se trouvait qu'elle avait un appel avec sa fille le soir, et que du coup, elle utilisait ces notes pour dire à sa fille ce qu'elle avait fait dans la journée. Et il y avait un petit effet d'illusion pour, je pense vraiment, dans une intention aussi de rassurer sa fille, etc. Et puis de maintenir une bonne image d'elle-même. Et bien tout simplement, elle avait recours à une stratégie assez intéressante. Les stratégies, alors évidemment, en fonction de l'avancée dans la maladie, vont être plus ou moins possibles, plus ou moins complexes. Plus on avance dans la maladie, moins il y a de stratégies possibles, mais on continue à avoir des personnes qui vont, quand vous leur posez des questions un peu précises, esquiver un peu la question, rester dans des généralités. Et on voit bien que si on confronte ces personnes, et c'est d'ailleurs le cas quelquefois quand on fait des tests neuropsychologiques, on est obligé d'aller vraiment dans des choses précises. Et cette mise en difficulté va avoir un effet sur leur stress, va pouvoir les rendre un peu plus agressives éventuellement. Alors là, je vais peut-être un peu rapidement, mais en tout cas peuvent être stressées. Elles vont dire mais vous m'embêtez avec vos questions. Et puis cette mise en difficulté, c'est un des éléments clés dans la maladie. C'est-à-dire que pour les proches, pour accompagner au mieux et maintenir au mieux les capacités de la personne malade, eh bien, il va falloir être très habile sur la perception justement des capacités, ici et maintenant, résiduelles de la personne. Parce que si on surstimule, c'est-à-dire que si on demande à la personne de faire des choses qu'elle n'est plus capable de faire, non seulement elle risque effectivement de monter, on va dire, en agressivité, d'être un petit peu agacée, etc. Mais cet agacement va en plus potentiellement avoir un effet sur les capacités résiduelles. Ces stratagèmes sont la plupart du temps mis en place de manière inconsciente par les patients. En revanche, à ce moment-là, les aidants peuvent aussi mettre en place ce que Bertrand appelle des remédiations. Les remédiations, c'est tout ce qui va permettre d'éviter de solliciter des capacités qui sont atteintes pour se concentrer sur les capacités encore présentes. Donc les aidants, à mon sens, en tout cas, peuvent vraiment avoir un rôle clé pour le maintien de ces capacités, dans le fait de travailler évidemment de concert avec les professionnels à une compréhension fine des problématiques et à, une inventivité, une créativité de solutions et qui sont pour le coup les seuls à pouvoir mettre en œuvre réellement, puisque aujourd'hui, à ce jour, en tout cas, il y a très peu de professionnels qui auraient le temps d'aller au domicile des personnes et de faire à la fois ce diagnostic très fin, ces remédiations. Et il faut être clair, l'aidant, le proche aidant qui est au domicile, qui est au quotidien avec la personne, il est vraiment le mieux placé pour jouer ce rôle-là, pour faire cette stimulation de fine dentelle, encore une fois. Mais Elisabeth est loin de ses parents. Et c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'assumer ce rôle de stimulation. Alors bien sûr, elle peut se faire aider. Faire appel à des personnes extérieures, des aides à domicile ou encore des établissements spécialisés qui vont accompagner les personnes malades. Après l'annonce du diagnostic, c'est ce qu'elle tente de mettre en place. J'avais installé les infirmières, chose qui se passait très très bien. Elle les fait venir chaque semaine pour aider sa maman à gérer ses médicaments. Elle essaye aussi de suivre les instructions de la psychiatre qui suit sa mère. Et j'ai donc voulu
mettre l'accueil de jour une fois par semaine pour maman, pour l'aider aussi socialement, chose que mon père a refusée catégoriquement, ainsi que le portage des repas à domicile. L'accueil de jour est destiné à des personnes vivant à domicile. Ils permettent de les accueillir pour une période allant d'une demi-journée à plusieurs jours par semaine. Les accueils de jour sont situés dans des hôpitaux, des maisons de retraite médicalisées ou encore des résidences autonomes. Encadrés par des professionnels, ils permettent de soulager les familles et de stimuler la mémoire des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Elisabeth tente aussi de mettre en place un système de portage de repas, car sa maman a de plus en plus de mal à cuisiner. Ça a duré 10 jours et une fois que j'ai été partie, j'ai été obligée de tout faire retirer parce qu'il ne voulait plus que je m'occupe d'eux. Voilà. Donc, à partir de là, il y a eu le confinement qui s'est mis en place. Pendant ce temps-là, la voisine m'appelait. Elle me disait que maman se promenait tout le temps, qu'elle allait à droite, à gauche, qu'elle rentrait chez les voisins, qu'elle la voyait dépérir. Elle dit, je me demande si elle mange. Elle dit, quand je lui demande ce qu'elle a mangé, elle dit, elle est incapable de me le dire. Elle me dit, je pense que la maladie évolue très vite. La voisine m'a dit qu'il mangeait que des sardines. Une boîte de sardines à 2. Voilà, ce que mangeaient mes parents. Entre-temps, j'ai un autre voisin qui m'a appelé et qui me dit, j'ai récupéré ta maman en bas du village, elle était perdue. Il dit, c'est pas une solution, on peut pas rester comme ça. Mon père, au bout d'un moment, a refusé aussi les repas de Richard, de l'épicerie. Par contre, il ne refusait pas l'alcool. En fait, il se nourrissait d'alcool, mon père. Et il était violent avec maman. Pas physiquement, mais moralement. Parce qu'il la traitait de bonne à rien, qui est plus capable de faire à manger. Tu laisses toujours la lumière. Donc, il avait enlevé toutes les ampoules. Il n'y avait qu'une ampoule par pièce. Il lui disait qu'elle était folle. C'était qu'une bonne à rien. Il n'a jamais compris qu'elle était malade, hein, de toute façon. Jamais, jamais. Papa le savait, mais j'avais beau lui dire, papa, maman a la maladie d'Alzheimer, et tu sais, ça va pas s'arranger. Ouais, non, mais ils étaient bien que tous les deux. Parce qu'ils faisaient leur petite vie, ils étaient tranquilles, et puis c'est tout. Voilà. Quand Elisabeth m'a raconté la réaction de son père, je me suis demandé si le déni était un phénomène fréquent dans ce type de situation. J'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit quand elle avait appris de la bouche de la psychiatre que sa maman était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle m'avait d'abord parlé de son incompréhension, de sa colère, mais aussi de son refus, tout d'abord, d'y croire. Paradoxalement, est-ce que ce déni pourrait être une étape dans l'acceptation de la maladie ? Est-ce que ce mécanisme psychologique aurait en fait une utilité pour ceux qui l'éprouvent ? Mais surtout, pourquoi, face aux mêmes informations, la réaction du père d'Elisabeth était-elle si différente de la sienne ? On a tous plus ou moins une représentation de la maladie d'Alzheimer, et cette représentation, elle est, on pourrait dire, de l'ordre du terrifiant. Voilà, c'est une maladie où la personne, son esprit disparaît petit à petit, s'efface petit à petit. Enfin, c'est très anxiogène. Face à cette annonce, face à ce diagnostic un peu posé, etc., évidemment, il peut y avoir de multiples façons de réagir, mais bien souvent, on commence par une phase un peu de sidération, c'est-à-dire de difficulté à penser tout ça, et qui, voilà, va souvent en fait amener après à une sorte de déni. Ce déni, c'est pas le fait de ne pas comprendre, ou c'est pas à mon sens non plus le fait de ne pas savoir. C'est vraiment le fait de ne pas vouloir savoir. C'est un petit peu différent. Et c'est un mécanisme qu'il faut bien comprendre, un mécanisme psychologique de protection. C'est-à-dire que cette information, cette nouvelle, ce changement dans ma vie, en fait, est beaucoup trop menaçant pour mon intégrité. Mon intégrité, évidemment, psychologique, psychique. Hein. Ici, je parle pas d'intégrité physique. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important de compréhension. En effet, le déni, il est là d'une certaine manière. C'est un peu comme la fièvre. Il a un rôle très important, mais évidemment, il a aussi des conséquences très négatives.
Ce déni, il va pouvoir céder la place aux différentes émotions, la colère, la tristesse, puis l'acceptation. Donc c'est exactement comme le deuil, hein. Enfin c'est le même cycle global. Mais bien évidemment, certaines personnes vont risquer d'être bloquées dans une phase, et le déni peut être une de ces phases. On peut, encore une fois, ça va être surtout dans le cas où on a trop peu de ressources pour traiter, ressources encore une fois psychologiques, hein, pour traiter cette nouvelle information. Par exemple, mon conjoint a la maladie d'Alzheimer. Je me rends compte que si c'est vrai, mon mode de vie actuel, ce que je suis moi en capacité de faire, le fait potentiellement même de vivre encore à mon domicile, devient impossible. C'est beaucoup trop violent pour moi et donc du coup, je vais rentrer dans le déni qui, à défaut de changer la réalité, va me permettre de tout simplement me sentir plus à l'aise. Ce que Bertrand explique également, c'est que ce déni peut provoquer de l'agressivité envers la personne malade. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir lui dire des choses comme effectivement tu es folle, mais enfin tu ne fais aucun effort, etc., etc. Et ça, en fait, ça va vraiment maintenir d'une certaine manière pour la personne qui est dans le déni, lui permettre de maintenir un équilibre très précaire, bien sûr, et honnêtement pas très positif, on va dire globalement, ni pour le patient ni pour la personne, mais c'est une phase qui quand même souvent est transitoire. Et qui va mener à d'autres étapes et à terme à l'acceptation. Ce qui est quand même à noter, c'est que cette étape de déni, c'est une ressource pour la personne qui est dans le déni. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant aussi de l'entendre. C'est de sa part pas de la mauvaise volonté, c'est pas de l'agressivité, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment une ressource. Au départ, le déni serait donc un mécanisme de protection. Devant le bouleversement que représente le diagnostic, face à la remise en question de l'identité de la personne malade, de celle de ses aidants et du quotidien, le cerveau se protège. Mais qu'est-ce qui se passe si on reste dans ce déni ? Si le père d'Elisabeth n'arrive pas à accepter la maladie de sa femme, alors même que son état de santé se dégrade sous ses yeux ? Évidemment, si le déni se poursuit trop longtemps, bien tout simplement, l'aidant qui est là au quotidien avec la personne aura du mal à être une ressource. Et par ailleurs, du point de vue psychologique, le déni est très coûteux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut représenter ça comme ça, on passe beaucoup d'énergie à maintenir le déni. Et donc, toute cette énergie psychique, toute cette occupation psychologique à permanence de se répéter des choses, etc., pour maintenir le déni, c'est autant de ressources en moins pour aider la personne malade. Et donc, de ce point de vue-là, le maintien du déni peut être effectivement très néfaste à long terme. Bien sûr, si la personne aidante elle-même, dans le cas, par exemple, ce qui est très classique, dans le cas d'un couple, les deux personnes du couple ont à peu près le même âge. Et donc, il peut arriver que l'aidant, donc la personne qui n'a pas la maladie d'Alzheimer, ait quand même, du fait du vieillissement cognitif, des atteintes, éventuellement, et moins de capacité, là aussi cognitive, de mémorisation, etc., etc. Et donc, pour le coup, évidemment, ça sera plus difficile pour une personne dans cette situation de passer le déni. Ça sera forcément beaucoup plus difficile puisque, tout simplement, en fait, passer ces étapes nécessite d'avoir des ressources cognitives aussi. L'explication de Bertrand montre donc que le déni peut être une stratégie inconsciente pour la personne qui l'éprouve. C'est un mécanisme puissant qu'utilise le cerveau pour surmonter une annonce trop dure à encaisser. Ce qu'il décrit aussi à demi-mot, c'est que le déni dans lequel se maintient le père d'Elisabeth pourrait aussi être un symptôme de ses propres troubles cognitifs. Confinée à 400 km, Elisabeth tente comme elle peut de suivre de loin ses parents avec l'aide de la voisine, Monique, qui lui donne des nouvelles régulièrement. Lorsque sonne le déconfinement, elle prend sa voiture et part les retrouver. Par rapport à ce que Monique m'avait dit, et quand j'y suis allée après, je me suis bien rendu compte que, il y avait pas photo, c'était ça, maman était plus capable de rien, je me suis déplacée très très vite et, j'ai retrouvé maman, c'était une loque, elle était retombée au plus bas, enfin bref,
Monique, donc la dame, m'avait dit, quand tu vas voir ta maman, tu regarderas sa peau, mais sa peau est bizarre. Quand elle se penche un petit peu, je vois des plaques. Elle dit, je doute de l'hygiène de ta maman. Bon, j'ai dit, écoutez Monique, je vais bien le voir ce soir, c'est moi qui vais la déshabiller, je vais bien me rendre compte. Donc, le soir, il était 6h, maman me dit, tu me mets en chemise de nuit. Je déshabille maman, j'enlève une chemise, 2 chemises, 3 chemises, un soutien-gorge, 2 soutiens-gorge, alors qu'elle est comme moi, elle en a pas besoin. Enfin bref, quand je l'ai eu toute déshabillée, que je me suis retenue encore une fois de pleurer, elle était d'une maigreur. Maman qui était si coquette, qui était si minutieuse, qui était si propre, c'était plus maman, c'était plus, je ne retrouvais plus rien. J'étais perdue. Elisabeth se décide alors à chercher un établissement spécialisé pour sa maman. À contre-cœur, pour son bien. Le problème, c'est que son père refuse toujours de comprendre qu'ils ont besoin d'aide. Il refuse catégoriquement d'envisager des changements dans leur vie. Elle fait alors venir un médecin conseil chez ses parents, qui confirme que sa maman doit être placée pour sa propre sécurité. Elisabeth doit alors faire toutes les démarches en cachette. En cachette de son père, qui menace d'être violent, en cachette de sa maman, qui est trop désorientée pour envisager un changement de vie. Lorsqu'une place se libère dans un établissement à proximité, elle doit donc prendre une décision très rapidement. Je ne pouvais plus laisser maman dans les mains de mon père. Elle partait n'importe où, on la retrouvait, les voisins étaient bien gentils, tout le monde la suivait plus ou moins, la ramenait, mais un jour ou l'autre, elle serait partie en pleine nuit. Elle aurait été incapable de se retrouver. C'était plus possible. Donc c'est ça qui m'a poussée à mettre maman là-bas. Et le 23 juillet, j'avais une place pour maman à l'EHPAD. Et du coup, le 23 juillet, je suis descendue pour emmener maman à l'EHPAD. Sur l'autorisation de mon père, puisque j'avais les papiers du médecin conseil. Mon père était couché, on est allé chez la voisine, j'avais déjà tout préparé la veille, dans une chambre à côté de la mienne, j'avais tout caché sous le lit, enfin j'avais mis dans des sacs poubelles pour que ça puisse passer mieux sous le lit, enfin vous voyez. Et puis voilà, on est parti à 1h30 et puis on est arrivé à l'EHPAD là-bas. C'est très dur, j'aime mieux vous dire que j'ai été 3-4 nuits sans pouvoir dormir. Hein. Ça a été un déchirement. J'ai eu l'impression de la mettre en prison. Pour moi, c'était la prison. L'enlever de mon père, déjà, sans lui dire, de pas pouvoir la revoir avant 1 mois, que je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que mon père m'avait dit, si tu emmènes ta mère en maison de repos, c'est pas la peine de revenir. Je ne savais plus où j'en étais, je savais plus. Mais ça a été très, 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 très dur. J'ai été forte tout le temps qu'il a fallu, et depuis, là, je craque. Je fais des cauchemars, je les vois, je culpabilise parce que je me dis, je les ai séparés au bout de 68 ans de mariage. On se rouspète avec mon mari, c'est incroyable parce que je suis toujours à cran. Toujours. J'essaye de sourire, j'essaye de ne pas le faire voir, mais au fond de moi, je suis hyper mal. Je me dis, c'est ce que j'ai dit au docteur, pour moi, je n'ai plus de maman. Le jour où je l'ai emmenée là-bas, je l'ai perdue. Je crois que ce ne sera pas pire le jour où elle partira. C'est horrible. Je sais pas si j'aurais dû dire ça, mais j'avais un lien très fort avec ma maman. Très très fort. J'ai voulu la protéger. J'ai voulu les protéger malgré tout, tous les deux. J'ai fait mon devoir de fille unique. Je l'ai fait plus ou moins bien, mais je l'ai fait jusqu'au bout. Et maintenant, j'en paye les pots cassés, c'est tout. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Après le départ de sa mère, le père d'Elisabeth a cessé de répondre à ses appels. Il est finalement entré en EHPAD 3 mois plus tard, où on lui a diagnostiqué des troubles cognitifs.
Depuis, Elisabeth fait des allers-retours dès qu'elle le peut pour leur rendre visite. Comme elle l'explique, elle a encore du mal à vivre avec le poids de sa décision. Prendre des décisions, ça fait peser un poids sur la personne. Ça fait peser un poids sur les dents parce que, d'une part, ça n'est pas une situation naturelle que de prendre des décisions pour quelqu'un d'autre, et encore moins pour son parent, pour son père, pour sa mère. C'est quand même quelque chose d'assez peu naturel. Pour autant, une décision, elle est toujours imparfaite, et elle se fait toujours à partir d'une information qui n'est pas complète. Par conséquent, il y a toujours une prise de risque. Et cette prise de risque, effectivement, fait peser un poids sur la personne. Pour autant, il me semble que l'information de la personne aidée, même si la personne ne comprend pas le détail de la situation, ne comprend pas le détail des actions qui vont arriver, n'est pas capable de les mettre sur un agenda, etc., elle va, au minimum, entendre qu'une décision est prise, entendre que quelque chose va évoluer dans son existence. J'entends bien que ce soit pas toujours possible parce qu'il y a des fois des situations d'urgence, on le sait bien. Mais en tout cas, à chaque fois que c'est possible, je pense que informer la personne, c'est vraiment le minimum, la consulter, lui demander son avis, lui demander ce qu'elle en pense, me semble vraiment crucial, à la fois pour que cette personne, que le malade soit évidemment impliqué dans sa vie, ça semble logique, mais aussi pour que l'aidant finalement conçoivent aussi moins de culpabilité des conséquences, on va dire, éventuellement imprévues de la décision. Ces conséquences, elles peuvent être très difficiles à court terme et très positives à moyen terme ou à long terme. Et après, je pense que sans aucun doute, il y a, quand il y a une décision difficile qu'on prend, il y a entre guillemets, des victimes, ou en tout cas des gens qui sont mécontents de cette décision. On peut, en toute humilité, aussi retourner voir ces personnes-là. Et une fois, évidemment, que les choses sont un peu digérées de son côté, qu'on s'est déjà pardonné à soi-même si on a vraiment le sentiment que la décision était mauvaise, mais tout simplement, j'allais dire aussi, faire amende honorable. Et voilà, et, entre guillemets, présenter ses excuses à la personne. En tout cas, je pense que bien souvent, le guide un peu, c'est encore une fois, que se serait-il passé si je n'avais pas pris cette décision, si je n'avais pas posé ces actes. Quand Elisabeth m'a raconté son histoire, il y a une autre chose qui m'a surprise. Pour la protéger, on n'a jamais dit directement à sa maman qu'elle était malade. Je me suis donc posé la question, est-ce que c'est courant ? Comment, en tant que proche d'une personne malade, on est censé agir lorsqu'il ou elle ne connaît pas précisément sa maladie et donc n'a pas toutes les clés en main pour prendre des décisions ? Si on reprend la question du diagnostic, bien souvent, on sait que quand une personne est âgée, les professionnels, les médecins, les professionnels du soin vont avoir tendance à s'adresser plutôt à ces aidants plus jeunes qu'à elles pour annoncer éventuellement des diagnostics ou des pathologies découvertes. On peut penser comme ça, sans parler uniquement de maladie d'Alzheimer, mais quelquefois, voilà, il y a un cancer qui est découvert, on va en parler aux enfants de la personne, mais pas à la personne elle-même. Et ça pose vraiment question du point de vue même de la déontologie médicale. A priori, c'est pas ce qui est prévu. Par rapport à ça, c'est vrai que l'aidant se retrouve donc quelquefois à prendre des décisions, à devoir mettre en place des plans d'action, des stratégies par rapport à des informations qu'il aurait et que la personne aidée n'a pas. Donc ça, déjà, c'est quand même quelque chose qui est pas évident, qui coule pas de source. Et puis, quelquefois, effectivement, pour réaliser ce qu'il doit réaliser, pour réaliser ses aides, il est obligé de contourner un petit peu les règles établies, de gérer, on va dire, avec pragmatisme les situations auxquelles il est confronté. Il a fallu que je sois devant le fait accompli pour pouvoir réaliser avec mon mari, ça c'est sûr. On y a passé des heures et des heures sur l'ordinateur et le téléphone. Mais ce serait à refaire, je le referai. Parce que je sais que maman, papa, ils sont malgré tout en sécurité. Ils sont au propre. Ils ont à manger. Certes, ils n'ont pas les visites qu'ils veulent, mais ils ont quand même les infirmières. Ils ont les personnels soignants.
y a du monde toujours qui se promène. Ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls comme dans leur maison. Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Merci à Elisabeth et Bertrand de nous avoir accordé leur temps. Clara Garnier-Amouroux a mené les interviews et assuré l'écriture de cette série. Clément Bélanger était à la réalisation et il a aussi composé la musique. Si vous avez envie de témoigner à propos de votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!